Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour un nouveau grand essai électrisant, celui aujourd'hui du Kia EV5. Cet essai vous est proposé par Arval, solution de leasing pour professionnels et particuliers. Autoscout 24, la plus grande plateforme en ligne de vente de voitures neuves et d'occasion en Europe. Et Luminus, des solutions de recharge qui vous suivent partout. Chez Kia, ces derniers temps, la famille 100% électrique ne cesse de s'agrandir avec, rien que dans les SUV, le petit EV3 qui rencontre d'ailleurs un grand succès et puis le grand EV9. Entre les deux, il y avait de la place pour celui qui se trouve derrière moi, à savoir le Kia EV5. La promesse du constructeur avec ce SUV, du confort, de l'espace, de la connectivité également, dans un format à la croisée des chemins entre le petit EV3 et le grand EV9. Alors, quelles sont les qualités mais également les défauts de ce Kia EV5? Pour le savoir, j'en ai pris le volant non pas pendant 2 heures ou une journée, mais bien pendant une semaine complète dans mes trajets du quotidien. Toutes les réponses aux questions que vous vous posez se trouvent donc dans cet essai. Allez, avant de démarrer, vous ne l'avez pas encore fait, faites-le maintenant. Abonnez-vous à Charging Station et n'oubliez pas d'activer la clochette de notification pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. La prochaine, ce sera dans quelques jours le premier trajet et ensuite le grand essai toujours chez Kia du PV5 disponible en version utilitaire, version cargo, mais également en version, et c'est de cette version-là dont je prendrai le volant, transport de personnes, 5 personnes aujourd'hui jusqu'à 7 personnes en 2026. On détaillera tout ça dans les prochains jours. Ce sera sur Charging Station, l'essai donc du Kia PV5. D'autres essais électrisants arrivent sur Charging Station. La liste complète, ce sera tout à l'heure à la fin de la vidéo. À l'extérieur, le Kia EV5 reste fidèle au style Kia actuel. À l'avant, un avant très carré, on va retrouver des ouvertures en partie basse, c'est donc une partie supérieure entièrement fermée. Les feux de jour donnent du caractère à cet avant et affirment l'appartenance de l'EV5 à la famille Kia actuelle. De profil, on va remarquer des éléments noirs, en noir brillant, signe qu'on est en présence d'une finition GT Line. Et puis à l'arrière, je le disais dans la vidéo premier trajet, je le trouve très américain ce EV5. C'est peut-être la partie qui parvient le moins à me convaincre, mais bon, les goûts et les couleurs, chacun se fera son petit avis. Et vous, que pensez-vous de la ligne de ce EV5? Eh bien, dites-le moi dans les commentaires. D'un point de vue technique, on va retrouver une architecture traction, c'est-à-dire que le moteur électrique synchrone à aimant permanent, il est situé sur le train avant, il entraîne les roues avant. On est donc sur une puissance de 217 chevaux. Alors 217 chevaux pour emmener ce véhicule assez massif, plus les passagers, plus les bagages, ça peut sembler un petit peu faible. On verra ce qu'il en est tout à l'heure quand on sera sur la route en termes de dynamisme, d'agrément de conduite, une fois qu'on est à son volant, puisque j'en ai pris le volant pendant une semaine. Je vais tout vous dire. Concernant le poids justement de ce Kia EV5, ce sera entre 2069 et 2169 kg en fonction du niveau de finition, du niveau d'équipement. Et puis concernant la charge tractable, ce sera 1200 kg si la charge est freinée. Si la charge n'est pas freinée, ce sera la norme, 750 kg. Entre les 4 roues, on retrouve la batterie qui va alimenter le moteur électrique, une batterie NMC, nickel, manganèse, cobalt, ça c'est pour la chimie, une batterie avec laquelle vous allez pouvoir définir une limite de recharge différente sur le courant alternatif et sur le courant continu, pratique. Ça se fait à partir des menus du système d'infodivertissement. Alors l'autonomie maximale jusqu'à 530 km, vous l'obtiendrez avec la finition d'entrée de gamme Business qui est forcément moins bien équipée et donc plus légère. Elle est aussi équipée de jantes de taille plus raisonnable, 18 pouces, alors que ce sont des jantes de 19 pouces de série sur cette finition supérieure GT Line. Pour alimenter la batterie, ça se passe à l'avant du côté droit et quand on ouvre la trappe, une trappe qui est motorisée, ce n'était clairement pas nécessaire. Pour moi, c'est une source de panne, alors que franchement, ça n'apporte pas grand-chose. Eh bien, trappe motorisée qui permet d'accéder aux 2 connecteurs habituels. Celui qu'on va utiliser le plus souvent, c'est le connecteur de type 2 pour la recharge sur le courant alternatif. Celui qui circule dans nos rues et dans nos maisons, c'est la recharge du quotidien. Eh bien, ce connecteur, il est directement accessible. Ça, c'est un bon point parce qu'on a un joint ici tout autour qui va permettre l'étanchéité. On n'a donc pas besoin d'un petit cache supplémentaire. On ouvre la trappe et on accède directement au connecteur de type 2 pour la recharge donc sur le courant alternatif. Puissance
puissance du chargeur embarqué, 11 kW, c'est la norme. Comptez 7h20 pour passer de 10 à 100% de capacité de batterie. La recharge sur le courant continu est possible également. Là, vous allez devoir retirer le petit cache et vous avez accès à la somme des deux connecteurs combo CCS pour la recharge sur notamment des aires d'autoroute, quand vous ferez des très longs trajets qui vont dépasser l'autonomie sur une seule charge de cette voiture. Et là, le constructeur annonce pour passer de 10 à 80%, eh bien 30 minutes avec cette voiture. 30 minutes, c'est un peu long dans la norme actuelle. On est généralement un petit peu en dessous, certainement évidemment sur les plateformes 800 volts, mais ce n'est pas le cas de ce Kia EV5. 30 minutes, est-ce que dans les faits ça se vérifie? Eh bien, je l'ai testé pour vous. Regardez. Démarrage de la recharge à 10% à 14h02. 14h02 plus 30 minutes, ça nous donne 14h32, bien vu. Alors j'ai démarré avec 15% de batterie, j'ai activé le préchauffage qui s'est activé automatiquement, préchauffage de la batterie en entrant l'adresse du chargeur ici dans le système d'infodivertissement, dans le système de navigation, et arrivé à 12%, là le préconditionnement de la batterie s'est arrêté en disant qu'il n'y avait plus assez d'énergie dans la batterie, ce qui peut paraître étonnant évidemment, puisque le principe c'est quand on arrive au superchargeur, c'est qu'on a forcément pas beaucoup d'énergie dans la batterie. J'ai donc tenté manuellement de réactiver le préconditionnement de la batterie et là la voiture m'a dit non, pas possible, il ne reste pas assez de distance avant d'arriver à destination, donc au superchargeur. Donc voilà quelles sont les conditions qui entourent cette recharge rapide. On va voir si au final on atteint bien les 80% à partir de 10% en 30 minutes, c'est-à-dire à 14h32, vous l'aurez compris. Alors, puissance acceptée normalement par la voiture, 150 kW. Et on est ici après 3 minutes et après 8% récupéré, vous le voyez, à 105 kW à peu près. Donc, assez éloigné des 150 kW, peut-être en raison justement du manque de préconditionnement de la batterie. Bon, on verra dans les prochaines minutes si les choses se passent tout de même à peu près correctement. Il est 14h21, ça veut dire qu'on recharge depuis 19 minutes et la voiture m'annonce encore, vous le voyez, 17 minutes de temps de recharge. On serait donc à 36 minutes au lieu de 30 minutes pour passer de 10 à 80% de capacité de batterie. Voilà, peut-être 35 minutes ici puisqu'on est passé à 16 minutes restantes. Voilà, 35-36 minutes au lieu de 30 minutes. Une fois de plus, si c'est une fois de temps en temps, 2 fois par an pour partir en vacances, ça va pas changer grand-chose. Si c'est très régulièrement, plusieurs fois par semaine, si vous n'avez pas la possibilité de recharger chez vous et que vous devez recharger d'office au superchargeur, là ça peut faire la différence. Mais bon, attendons de voir d'atteindre les 80% avant de tirer les conclusions, d'autant plus que la puissance de recharge, vous voyez, elle vient d'augmenter. On était plutôt aux alentours de 105 et on est maintenant à 120. Preuve que la voiture avait sans doute besoin d'un petit peu plus de préconditionnement pour atteindre sa vitesse de recharge optimale. Petit coup d'œil du côté de la courbe de recharge, enfin si on peut parler d'une courbe, voilà ce que ça donne. Elle a eu une petite poussée là quand même. 14h32, en théorie on devrait être à 80%, mais là il manque 5 petits pourcents puisque vous le voyez, on est à 75%, 75% et la voiture annonce encore 5 minutes pour atteindre les 80%. On serait donc sur 35 minutes de temps de recharge au total au lieu de 30 minutes en théorie. Et voilà, on vient d'atteindre les 80%, il est 14h36, la voiture aura mis au final 34 minutes au lieu de 30 minutes pour passer de 10 à 80%. Alors c'est un petit peu plus que ce qui est prévu en théorie. 4 minutes de plus, compte tenu du fait que la voiture n'a pas pu préchauffer la batterie, préconditionner la batterie comme elle le devait, eh bien c'est plutôt pas mal, ça reste relativement acceptable, même si au final 34 minutes pour passer de 10 à 80. Bon, certaines autres font beaucoup mieux et certainement les concurrentes qui sont sur une plateforme 800 volts. Donc, c'est pas grave au quotidien si vous rechargez à la maison, sur le lieu de travail et occasionnellement sur le courant continu comme là tout de suite. Si vous passez vos semaines à aller régulièrement au superchargeur parce que vous n'avez pas la possibilité de recharger à la maison ou sur le lieu de travail, c'est clairement pas la voiture qui vous convient. Notez enfin, pour être tout à fait complet par rapport à la recharge et au port de recharge, eh bien que sur cette voiture compatible V2L, vous allez avoir la possibilité, moyennant branchement d'un adaptateur sur le port de recharge, d'alimenter des appareils électriques externes. Ça ne sert pas tous les jours, mais quand on en a besoin, voilà qui est plutôt sympathique. C'est en option sur la finition intermédiaire, c'est 2 séries sur cette finition supérieure GT Line.
Toujours concernant la recharge, Luminus, partenaire de Charging Station, vous propose des solutions de recharge qui vous suivent vraiment partout, à la maison, au travail, mais également sur la route. Luminus, ce sont des bornes de recharge de dernière génération qui vont vous permettre de profiter dans les meilleures conditions et surtout au meilleur prix de votre nouvelle voiture électrique, certainement si vous rechargez à la maison. Pour découvrir l'offre de Luminus, eh bien rendez-vous sur luminus.be/e-mobility. L'ouverture du haillon, elle est électrique dès la finition intermédiaire Business Plus. La capacité du coffre en configuration 5 places, 566 litres, c'est plutôt généreux. Banquette arrière entièrement rabattue, le volume disponible passe à 1650 litres. Parmi les aspects pratiques, on va retrouver des petits crochets déplaçables sur 2 niveaux, à gauche et à droite. Des petits rangements en partie supérieure, à gauche et à droite également. On a un plancher qui peut être placé sur 2 position supérieure avec dans ce cas-là un seuil de chargement qui est affleurant par rapport au plancher du coffre, ou bien en partie inférieure. Dans ce cas-là, eh bien, on gagne évidemment en hauteur de chargement. On a un couvre-bagages à enrouleur sur cette voiture également. On a également une banquette fractionnable 60-40 avec une trappe à ski. Et pour ranger le câble de recharge, eh bien, vous pourrez le faire comme ici sous le plancher du coffre que vous placerez en position haute, ou bien dans le frunk, le coffre avant qui n'est pas énorme mais qui est toujours le bienvenu. Avant de m'installer au volant et de vous faire découvrir le tableau de bord de ce Kia EV5, me voici installé à l'arrière et on y est vraiment très bien installé. Et je pèse mes mots. Alors le siège avant est réglé pour mon 1m90, mon 1m90. Regardez la place, elle est royale et en plus j'ai les jambes à 45 degrés, autant vous dire que j'ai les cuisses qui reposent correctement sur la banquette arrière, ce qui est extrêmement rare puisque sur les voitures électriques, en raison de la présence du pack de batterie dans le plancher, on a toujours une banquette qui est positionnée très bas pour gagner en hauteur, et ici on a la totale, on a la hauteur sans problème, on a également l'angle ici qui est favorable et il y a quand même un pack de batterie dans le plancher. La banquette arrière, le dossier peut être incliné également comme c'est le cas ici, histoire d'avoir une position qui est très confortable. Je peux avec la petite manette ici, si je le souhaite, eh bien redresser ce dossier, voilà, pour avoir une position plus verticale. Au niveau de l'équipement, si je pars du haut et que je descends, on a ce toit panoramique qui est disponible en option, toit panoramique qui est ouvrant. Et il est quand même assez grand. Un toit ouvrant que vous pourrez obtenir en option dans le pack premium sur les finitions Business Plus et sur cette finition GT Line. Ensuite, on descend, on a les appuis-têtes avec l'espace ici sur lequel on va pouvoir venir mettre une veste derrière le conducteur et derrière le passager. C'est pratique. On a également les poches aumônières traditionnelles, des poches en dur. C'est peut-être un petit peu moins pratique que des poches plus souples pour ce qu'on va y placer en tout cas. Par contre, très pratique, on a les prises USB-C, une à gauche, une à droite sur le côté des sièges. Ça, c'est vraiment bien vu. Si vous avez des câbles un petit peu courts, franchement, ça va super bien vous arranger. Si on descend encore, on a les 2 buses de ventilation, on a les réglages électroniques de la climatisation à l'arrière. Et puis alors, on a ce bac qui est extrêmement pratique. Vous pouvez le tirer vers vous, il s'ouvre et vous allez pouvoir y mettre absolument ce que vous voulez. Et ça, c'est pratique si vous avez des enfants à l'arrière, histoire de ranger certaines choses ou peut-être de cacher certaines choses. Si vous avez immobilisé la voiture sur un parking, dans la rue par exemple, eh bien vous pouvez cacher toutes sortes de choses dans cet emplacement. C'est vraiment bien vu. On a un plancher qui est parfaitement plat dans cette voiture, ça aussi c'est très bien. Et puis au niveau de la banquette arrière, je vais l'incliner encore un petit peu, voilà. Au niveau de la banquette arrière, on a en partie centrale un accoudoir central évidemment, dans lequel on va retrouver 2 emplacements porte-gobelet. Franchement, on est plutôt bien. Un petit mot pour terminer sur les poignées de maintien. Il y en a 1, 2, 3 et celle-ci a la particularité d'être équipée en plus d'un petit crochet. Ça aussi, si on veut accrocher une veste, c'est pratique. Allez, on file maintenant à l'avant. L'intérieur du Kia EV5, il reste dans la lignée du style maison qu'on retrouve également dans le V3 et le V9 par exemple. Un intérieur plutôt traditionnel, alors pas dans son design, mais plutôt parce qu'on y retrouve pas mal de boutons, de commandes physiques qui sont toujours un plus en matière d'ergonomie, pour peu qu'elles soient idéalement placées évidemment. Les matériaux sont de bonne qualité, la présentation est soignée, on retrouve le système à 3 écrans, dont un petit écran central pour gérer la climatisation qu'on a déjà vu dans d'autres modèles de la marque et qui a toujours le même inconvénient, c'est qu'il est invisible, caché derrière le volant. Heureusement, des touches physiques sur la planche de bord évitent de devoir y avoir recours trop souvent. Rien à dire concernant les assemblages, c'est très bien construit, rien à signaler. Le tout fait solide, qualitatif, et puis pas de piano black, c'est le rêve. Et vous, que pensez-vous de cet intérieur ? Eh bien, dites-le moi dans les commentaires.
La description du tableau de bord sur la portière conducteur, on va retrouver en partie haute la poignée d'ouverture et les fonctions volant chauffant, siège chauffant, siège ventilé et siège massant, ainsi que les deux mémoires du siège électrique. Côté passager, on a uniquement siège chauffant et siège ventilé avec, pour le chauffage et la ventilation, 3 niveaux de réglage, 2 pour le volant chauffant. En partie intermédiaire, les vitres électriques, les rétroviseurs électriques et le verrouillage centralisé. Et puis en bas, enfin, on va retrouver le vide-poche, qui n'est pas très grand d'ailleurs. À gauche du volant sur le tableau de bord, le réglage de l'assiette des phares, l'ouverture électrique du coffre et de la trappe de recharge, le frein de parking électrique et la désactivation du contrôle de traction. Le volant est à réglage manuel. À gauche, les aides à la conduite, régulateur de vitesse adaptatif, centrage sur la voie de circulation et réglage de la distance par rapport au véhicule qui précède, ainsi que la navigation dans les infos de l'écran instrument. Et à droite, la commande vocale, les commandes audio, la commande téléphone et une première touche étoile personnalisable. Derrière le volant, les palettes qui vont permettre de gérer la récupération d'énergie, on en reparlera largement sur la route dans un instant. Les commodos à gauche, clignotants et phares, à droite, les essuie-glaces à l'avant et à l'arrière, il est bien caché, mais il y a un essuie-glace à l'arrière sur cette voiture. L'écran instrument ensuite d'une diagonale de 12,3 pouces et dont la partie centrale est personnalisable via les touches sur le volant. Alors on a tout d'abord via un bouton supplémentaire Drive Mode qui se trouve ici sur le volant la possibilité de changer l'affichage en fonction du mode de conduite ou bien de fixer un affichage en particulier. Si on pousse sur le bouton Drive Mode, voilà, si on va sur Sport, on a du rouge, rien d'original. My Drive, ce sera du violet. Snow, ici, il y a un mode snow, un mode neige sur cette voiture. Eco, sans surprise, c'est du vert. Et normal, on aura ici du beige. Donc là, petite modification visuelle en termes de couleur. C'est la première personnalisation possible. Ensuite, avec le bouton qui se trouve sur le volant ici, on va pouvoir faire défiler certaines informations, notamment là ici, le trajet actuel. Si je descends, on a après la recharge. Ici, depuis la réinitialisation. Ensuite, l'aide d'autonomie qui vous annonce l'autonomie maximale que vous pourrez atteindre et l'autonomie minimale que vous pourrez atteindre avec la charge de batterie actuelle. Ensuite, la pression des pneus et ensuite la vitesse. Et on revient évidemment sur le trajet actuel. Si je pousse ici au-dessus, je peux afficher autre chose. En l'occurrence ici, la boussole ou bien encore les aides à la conduite. Et si j'appuie sur OK, je peux rentrer dans les réglages de ces aides à la conduite. Ensuite, un affichage tête haute qui est assez complet sur cette voiture. Vous allez retrouver évidemment les informations de base, donc vitesse maximale autorisée, vitesse instantanée, également votre position par rapport à la voiture dans son environnement, mais également des informations plus spécifiques, notamment l'alerte d'angle mort, et ça c'est assez pratique. Vous voyez en permanence s'il y a un petit signal rouge à gauche ou à droite, s'il y a quelqu'un dans l'angle mort à gauche ou à droite, c'est assez pratique, c'est très bon pour la sécurité. Et puis si vous activez le système de navigation, eh bien vous aurez des informations très complètes liées à la navigation dans l'affichage tête haute également. Ça aussi, c'est un vrai plus. Dans le prolongement de l'écran instrument, le deuxième écran, on l'a dit, d'une diagonale de 5,3 pouces qui permet de gérer la climatisation, et puis plus à droite encore l'écran d'infodivertissement qui, comme l'écran instrument, eh bien propose une diagonale de 12,3 pouces. J'y reviens dans la suite. Sous l'écran, des touches invisibles qui permettent d'aller vers l'écran par défaut, vers la carte, de chercher une adresse également, d'aller vers les médias, d'activer une fonction au choix via la deuxième touche étoile personnalisable et puis d'aller aussi vers les réglages. Plus bas, le réglage du volume entre les ouïes centrales du système de ventilation et plus bas encore les commandes de climatisation et au centre les feux de détresse. En dessous à droite, un petit crochet pour le sac de madame, c'est bien vu. Plus bas encore la connectique avec 2 prises USB-C et une prise 12 volts et tout en bas un espace de rangement ouvert avec fond antidérapant amovible, c'est bien vu. Plus en arrière en partie haute, le lecteur d'empreintes seulement sur cette finition GT Line. Il va faciliter l'accès à votre profil utilisateur, mais malheureusement, pas possible de le tester dans cette voiture de presse puisque je n'en suis pas le propriétaire. Plus à droite, la fonction Auto Hold, le système de caméra à 360 degrés, les capteurs de parking et le système de freinage en descente. Les 2 porte-gobelets ensuite qui peuvent être repliés pour profiter d'un espace de rangement plus dégagé. À gauche, une zone de recharge par induction et sous la coudoir centrale, une zone de rangement pas très profonde évidemment, puisqu'en partie basse, on l'a vu, on retrouve le bac de rangement fermé, accessible depuis l'arrière. La boîte à gants, enfin, elle est de contenance correcte, mais n'est pas recouverte de feutrine.
Avant de démarrer, coup d'œil du côté du système d'infodivertissement, un système qu'on connaît bien, hein, le système de Kia, avec différentes tuiles qui apparaissent sur l'écran par défaut quand on appuie sur la touche Home. Ici, c'est vraiment ici qu'on arrive, qu'on atterrit. Des widgets qu'on va pouvoir déplacer évidemment et organiser son tableau de bord, son écran d'infodivertissement exactement comme on le souhaite. Ici, j'ai par exemple la carte, la radio et j'ai ici mon téléphone, à savoir Apple CarPlay quand le téléphone est connecté. Voilà, c'est les trois applications que je vais utiliser le plus régulièrement, donc les trois widgets que j'ai installés ici. On peut aller à droite et avoir accès à d'autres fonctions, notamment le menu véhicule électrique, également le téléphone, YouTube, divertissement, on a également des jeux, les paramètres sont ici, paramètres auxquels on peut accéder également via la petite touche Setup sur la planche de bord, mode détente, mode animaux, différents modes disponibles également, et puis si on va tout à droite, le manuel, diagnostic du véhicule, mode voiturier, notification, etc., etc. Je rappuie sur Home et j'arrive directement sur cette page. En partie supérieure, on a ici le profil du conducteur. On pourrait définir plusieurs profils évidemment. Ici, si je descends, eh bien j'ai un menu à accès rapide qui pourrait être un petit peu plus complet d'ailleurs. Il est assez réduit en termes de contenu, c'est peut-être un petit peu dommage. Et puis à droite, tout ce qui est heure, connectivité, etc. Au niveau des fonctions de chauffage, climatisation, ça ne se trouve pas évidemment sur cet écran puisqu'on a d'une part l'écran ici sur le côté entre les deux écrans principaux et puis les touches qui se situent sur la planche de bord, on l'a vu, donc pas besoin d'une ligne en partie inférieure avec des commandes qui restent toujours visibles puisqu'on a ça par ailleurs à deux endroits différents en dehors de cet écran. Si on se plonge un petit peu plus dans différents menus, alors on va aller sur le menu Setup par exemple, paramètres, voilà, et là on a accès à différentes choses, notamment les paramètres audio, de navigation, véhicule électrique, véhicule, reconnaissance vocale, etc., etc. Les affichages qui sont disponibles également. Donc on a la luminosité, les thèmes de tableau de bord, la sélection des contenus que vous voulez voir affichés au niveau de l'écran instrument, le son d'accueil, etc. Affichage tête haute, vous pouvez le régler ici également avec là aussi une sélection de contenus. On a le virage après virage ici, info média, info de l'appel, info assistant de conduite et assistant d'angle mort, donc la petite icône rouge qui apparaît à l'arrière de la voiture à gauche ou à droite, histoire de, à l'arrière de la voiture affichée évidemment dans l'écran instrument, histoire de pouvoir vous prévenir si vous changez de bande, s'il y a quelqu'un évidemment dans l'angle mort. Voilà, on va revenir sur l'écran par défaut. Ici, si je rentre dans la partie radio, eh bien ici j'ai accès aux favoris, à la radio DAB FM et même à la radio AM disponible ici. Je vous parlerai de l'aspect radio et du son sur la route. Le bilan est très positif. Ici on peut aller vers Marseille et là on va voir ce que la voiture nous propose en sachant que là on a une trentaine de pourcents de batterie. Marseille. Voilà, un écran qui est assez réactif, hein, ça fonctionne bien. D'autres font des écrans beaucoup plus grands, mais est-ce vraiment nécessaire d'avoir un écran plus grand? Pas forcément. Par contre, c'est extrêmement réactif. Je dirais que c'est assez pragmatique comme écran d'infodivertissement. On a exactement ce qu'on cherche là où on le cherche et c'est plutôt efficace. Alors, Marseille, c'est parti. 2 itinéraires vont être proposés par la voiture. Le plus rapide est le conseillé. Voilà, station de charge, la voiture me prévient que les stations de charge disponibles seront actualisées en temps réel pendant la conduite et avec un départ à 40% environ, eh bien on se retrouve avec 1, 2, 3, 4 arrêts de recharge. Voilà, 4 arrêts de recharge, des temps de recharge qui sont totalement cohérents, 32 minutes, 39 minutes, 35 minutes et 37 minutes à chaque fois pour faire à peu près du 10-80, du 15-79, 79. Donc tout ça me semble assez cohérent et 4 arrêts pour aller à Marseille avec un total de, en gros, 2 bonnes heures. Ça me semble pas délirant non plus. Alors, c'est pas ce qu'il y a de plus rapide. C'est sûr qu'avec une infrastructure 800 volts, on aurait des temps de recharge beaucoup plus courts et du coup, ça permettrait de réduire le temps qu'on va passer à l'arrêt avec cette voiture sur un très long trajet. Mais bon, dans le cadre d'un trajet, vous traversez la France, typiquement ici, vous allez de Belgique au sud de la France. Si vous le faites une fois par an, 2 fois par an,
parents pour partir en vacances, ça pose pas vraiment de problème. C'est pas pour ces 2 trajets-là que vous allez devoir choisir votre voiture avec laquelle vous allez rouler tous les jours. Par contre, effectivement, si vous n'avez pas de possibilité de recharger chez vous ou sur votre lieu de travail et que donc la seule possibilité pour vous, c'est de recharger à un superchargeur, c'est sûr que passer 1 fois, 2 fois sur la semaine, une trentaine de minutes à chaque fois à l'arrêt pour pas grand-chose, même si on peut toujours trouver de quoi s'occuper, mais voilà, c'est sans doute moins efficace que dans votre cas précis que d'avoir une voiture équipée en 800 volts et qui va vous permettre de faire la même chose en une dizaine de minutes. Dans le meilleur des cas, ce sera quand même 20 minutes de gagner à chaque recharge. Si vous le faites régulièrement, c'est pas anodin. Si c'est 2 fois par an, c'est pas très grave. On ne va pas à Marseille une fois de plus. Je sais que certains le regrettent. Il va vraiment falloir que je descende. Encore faudra-t-il choisir la bonne voiture. Ici, je reviens sur l'écran par défaut. Donc voilà, pas grand-chose à dire, hein, si ce n'est que c'est efficace, ça fonctionne bien, c'est bien organisé, c'est fluide, c'est réactif. Il y a des petits raccourcis ici pour aller directement à la maison, sur le lieu de travail. Rechercher ici directement les solutions de recharge, tout près de la position actuelle, sur l'itinéraire, à destination, etc. Donc voilà, je trouve ça vraiment bien fait. C'est pas l'écran le plus waouh, c'est pas celui qui vous en met plein la vue, mais c'est très pragmatique, c'est bien organisé, ça fonctionne bien et c'est finalement tout ce qu'on lui demande. Pour démarrer, pied sur le frein, vous poussez sur le bouton de démarrage, juste ici, une étape dont on aurait pu se passer, mais chez Kia, on y tient visiblement. Et puis ensuite, vous basculez le sélecteur de vitesse sur D ou sur R. D'emblée, le V5 paraît confortable, silencieux, raisonnablement puissant, mais aussi plutôt massif, et donc clairement pas orienté dynamisme, mais plutôt confort et agrément d'utilisation. Concernant les sièges, sur cette voiture d'essai en finition supérieure équipée en plus de toutes les options EPAC, j'ai droit à la totale. Les sièges avant sont électriques, chauffants et ventilés. Le siège conducteur en plus est massant avec plusieurs programmes disponibles. Tout ça, je vous le rappelle et on l'a vu, pilotable facilement ici via des touches sur la portière. Évidemment, sur la finition de base, vous devrez vous contenter d'un revêtement en tissu et vous passez des réglages électriques et des fonctions de chauffage des sièges et du volant qui n'apparaissent de série que sur la finition intermédiaire, avec là un revêtement en cuir vegan tissu. Pour ce qui est des sièges ventilés, de la fonction de massage et même des sièges avant avec position premium relaxation s'il vous plaît, eh bien c'est uniquement sur cette finition GT Line avec revêtement complet en cuir vegan et en option, tout ça dans un pack si vous le souhaitez sur la finition intermédiaire. Concernant le confort, il est vraiment très bon. On trouve très facilement sa position de conduite idéale et le soutien latéral est largement suffisant compte tenu du fait que cette voiture évidemment n'a aucune prétention sportive. Bonne nouvelle concernant les aides à la conduite. Toutes les aides à la conduite fonctionnent bien sur cette voiture, c'est très bien calibré. La conduite assistée qui combine régulateur de vitesse adaptatif et maintien au centre de la voie de circulation, elle fonctionne vraiment très bien. Elle propose des adaptations qui sont très souples quand on va se rapprocher d'un autre véhicule ou que quelqu'un va s'insérer devant vous. On a un volant capacitif également dans cette voiture, ça veut dire que même sans appliquer de force au niveau du volant, en l'ayant simplement entre les mains, eh bien la voiture sait que vous avez les main sur le volant et donc elle va pas vous rappeler à l'ordre sans arrêt quand vous serez en conduite assistée. Voilà, vous pourrez donc vraiment vous détendre sur long trajet, ça fait vraiment plaisir. Et quand vous changez de voie, eh bien la voiture, là aussi, il y a un bon compromis qui a été trouvé. Voilà, la voiture vous rend la main, elle ne veut pas absolument vous garder au centre de la voie de circulation, ce qui est parfois le cas sur les véhicules qui sont mal calibrés. La voiture veut absolument se maintenir au centre de la voie de circulation et vous donne difficilement la main, ce qui est un petit peu désagréable. Ici, c'est pas le cas. Voilà, je mets le clignotant, j'anticipe, la voiture me rend la main parfaitement, j'arrive sur la bande de droite et là, elle reprend la main, le centrage est parfait. Franchement, rien à dire, c'est vraiment super bien calibré. Ce V5, c'est, je le disais, un véhicule plutôt massif. Alors très logiquement, le comportement est donc davantage tourné vers le confort que vers le dynamisme de conduite. Le V5, il est plaisant à conduire, mais en aucun cas, il ne sera amusant à conduire. C'est pas une 205 GTI en course de côte, si vous voyez ce que je veux dire. Son truc à lui, c'est plutôt de vous proposer un bon compromis entre confort pour tout le monde dans la voiture et agrément de conduite pour le conducteur. Un compromis qui est plutôt équilibré, qui permet de voyager confortablement tout en profitant d'une voiture au comportement placide mais rassurant. Le V5, c'est un chouette compagnon de voyage, mais un compagnon qui n'aime pas être malmené et en même temps, c'est sans doute pas ce qu'on attend de lui.
Ce V5, c'est globalement une voiture silencieuse, pas la plus silencieuse, mais dans tous les cas, ce sera largement moins bruyant que votre bon vieux SUV diesel que vous allez abandonner pour passer à l'électrique peut-être avec cette voiture. Vous allez voir, ça change la vie. Bruit de roulement et bruit aérodynamique sont donc très correctement filtrés. L'avertisseur piéton sait se montrer plutôt discret à l'intérieur de l'habitacle, en dessous de 30 km/h, même si j'aurais voulu l'entendre encore un petit peu moins, à vrai dire. Les bips de survitesse se coupent facilement avec un appui long sur la touche mute sur le volant. Franchement, c'est top en termes d'ergonomie. Et concernant l'installation audio, dans cette voiture, on a une installation Harman Kardon. C'est une option qui fait partie du pack Premium, disponible sur la finition intermédiaire et sur la finition supérieure GT Line. L'ensemble fonctionne bien, y compris la radio numérique. Le son est très très bon, franchement, il n'y a rien à dire. Le diamètre de braquage du Kia EV5, c'est 11,72 mètres, 11,72 mètres. C'est une valeur qui est plutôt élevée. Un Skoda Enyaq, par exemple, va tourner nettement plus court. Et dans les faits, c'est vrai, la maniabilité, ça va pas être sa qualité principale. On a quand même toujours un peu l'impression de conduire un volume qui est imposant, ce que certains vont apprécier pour l'impression de sécurité que ça renvoie. Mais c'est vrai que dans les espaces exigus, dans les parkings, en milieu urbain, par exemple, eh bien on va se sentir sans doute un petit peu moins à l'aise avec ce diamètre de braquage qui est plutôt imposant par rapport à d'autres véhicules qui braquent plus court, comme ceux sur la plateforme MEB de Volkswagen. Cela dit, à moins que vous n'habitiez dans le centre historique semi-piéton d'une ville ancienne, eh bien le système de caméra à 360 degrés qui est de série en Belgique dès la finition intermédiaire, eh bien ce système devrait quand même vous permettre de vous sortir de toutes les situations, donc pas de stress. Chez Kia, la conduite à une pédale est disponible sur tous les niveaux de récupération d'énergie. Bon, j'ai toujours trouvé ça un petit peu bizarre, mais soit, c'est disponible. En plus du mode auto qui va adapter le niveau de ralentissement au lever de pied de l'accélérateur aux conditions de circulation, eh bien vous allez donc pouvoir régler la récupération sur 4 niveaux, 0, 1, 2 et 3 via les palettes derrière le volant, c'est-à-dire de la récupération la plus faible, 0, on est quasiment sur de la roue libre, à la récupération la plus élevée, c'est-à-dire 3, qui va offrir l'expérience de conduite à une pédale la plus convaincante, la vraie conduite à une pédale. Alors le calibrage, il est vraiment très bon. Si vous aimez comme moi la conduite à une pédale, vous allez vous régaler. Et si la conduite à une pédale, eh bien c'est pas votre truc. Si votre truc à vous, c'est de dire je ne comprends pas ce qu'on a avec cette conduite à une pédale, moi je n'aime pas ça, eh bien c'est possible aussi. Vous allez là aussi vous régaler parce que tous les réglages sont disponibles. C'est l'avantage d'avoir un choix très très large en matière de réglage et de récupération d'énergie. Chacun y trouvera son compte. Les phares dans cette voiture, ils sont full LED mais pas matriciels, même sur le haut de gamme GT Line. L'allumage et le basculement feu de route, feu de croisement sont automatiques et ça fonctionne vraiment bien. Le seul bémol, c'est qu'il faut initier une première fois le basculement automatique. La fonction ne reste pas en mémoire d'un trajet à l'autre et ça, c'est un petit peu dommage. L'éclairage intérieur, il est pour le moins minimaliste, un peu à l'image de ce qu'on retrouve dans le modèle Y restylé. On a un simple bandeau LED ici d'une portière à l'autre et via le bas du pare-brise. La couleur est personnalisable, mais c'est tout. Perso, j'aurais aimé quelques éléments lumineux supplémentaires dans cet intérieur qui, la nuit, est pour le moins plongé dans le noir. L'autonomie théorique de cette voiture, c'est jusqu'à 505 km en cycle mixte, norme WLTP sur cette finition GT Line. C'est celle qui propose, en étant la mieux équipée, donc la plus lourde avec les plus grosses jantes, l'autonomie la plus réduite, de manière assez logique. La plupart du temps, j'ai opté pour une conduite tranquille, tout en conduisant de temps à autre de manière plus dynamique. Et cette semaine, il a fait entre 4 et 8 degrés au thermomètre. C'est froid et on le sait, les batteries n'aiment pas le froid. Sur l'ensemble de cette semaine, j'ai parcouru au total plus de 500 km avec au moins 2 trajets par jour de 50 km. Mes trajets domicile-travail du quotidien, avec à chaque fois une remise à température du véhicule qui dort dehors chez moi et dans un garage fermé sur mon lieu de travail. Des trajets domicile-travail qui, me concernant, je vous le rappelle, eh bien, se font majoritairement sur autoroute et ça aussi, ça a un impact sur la consommation. En tenant compte de tous ces paramètres, je suis arrivé à une moyenne de 22,5 kWh au 100. Cette valeur, elle va m'autoriser environ 350 km sur une recharge à 100% et avec des températures plus clémentes. Là, vous pourrez réduire cette consommation, cette moyenne, et tendre vers les 400 km, voire même aller un petit peu au-dessus. Ça reste extrêmement confortable. Les prix à présent, les voici pour la Belgique, malheureusement pas encore pour la France et la Suisse. Les configurateurs en ligne de ces deux pays ne proposent pas encore le Kia EV5 à la configuration. Donc en Belgique, on a cette finition GT Line qui est la finition supérieure à partir de 52 990 €, 52 990 €. Les options, elles sont toutes présentes, à savoir concernant cette finition en particulier, la peinture métallisée, c'est 800 €. Si vous la voulez mat, c'est 1800 €. On a
La pompe à chaleur, c'est 1 000 €. Et puis on a le pack premium. Dans ce cas-là, eh bien, c'est 1 400 € supplémentaires. Total de la facture pour la voiture telle que vous la voyez ici, eh bien, ce sera 56 190 €, 56 190 €. Surfez sur le site internet de Kia pour configurer votre Kia EV5 idéal et déterminer votre prix. Toujours concernant le prix, Arval, partenaire de Charging Station, vous propose des solutions de leasing, de location longue durée pour les entreprises, mais également pour les particuliers. Alors pour les entreprises, c'est le leasing opérationnel, on connaît ça depuis un certain temps. Il y a également la déductibilité, les avantages fiscaux qui en découlent. Et puis pour les particuliers, c'est plus récent, c'est le private lease. Dans les deux cas, les avantages principaux sont les mêmes, à savoir eh bien, une formule tout inclus. Vous payez la même mensualité du premier au dernier mois et tous les frais qui concernent votre voiture, à l'exception du carburant, de l'électricité en l'occurrence ici, sont compris. Il n'y a donc pas des mois où vous avez des surprises, mauvaises en général, et où votre voiture vous coûte 300, 400, 500 € de plus parce que vous devez payer des taxes, passer la voiture à l'entretien ou encore mettre des pneus hiver ou payer l'assurance. Non, tout ça est compris dans la formule de leasing, c'est donc une formule sans surprise. Et puis deuxième avantage, aujourd'hui nous vivons une transformation technologique importante en passant de la voiture thermique à la voiture électrique. Les prix fluctuent pas mal et donc si vous prenez cette voiture par exemple, combien vaudra-t-elle dans 3 ans, 4 ans ou 5 ans? C'est très compliqué de le déterminer aujourd'hui, raison pour laquelle eh bien, en prenant une formule de leasing, vous ne prenez aucun risque. À la fin du contrat, vous rendez la voiture et les clés et vous n'avez à vous soucier de rien et certainement pas de la valeur résiduelle du véhicule. Vous souhaitez une offre pour ce véhicule ou n'importe quel autre véhicule, eh bien rendez-vous sur le site internet d'Arval qui correspond à votre pays et vous aussi contactez-les et demandez une offre. Votre prochaine voiture, vous la voulez tout de suite ou peut-être en avez-vous besoin tout de suite pour des raisons professionnelles par exemple? Eh bien dans ce cas-là, surfez sur Autoscout24, la plus grande plateforme de vente de voitures en ligne en Europe. Sur Autoscout24 actuellement, plus de 100 000 voitures vous attendent disponibles immédiatement. Des voitures d'occasion bien sûr, mais également des véhicules récents, des véhicules neufs et de plus en plus de véhicules 100% électriques. Il y a forcément un véhicule qui vous convient et croyez-moi, il y en a même peut-être plusieurs. Vous rentrez vos critères, vous voyez ce qui correspond à ces critères et sachez que sur Autoscout24, eh bien, vous pouvez même faire reprendre votre véhicule actuel, vous rentrez ses caractéristiques et vous recevez une offre en retour. Sur Autoscout24, vous avez également une partie qui est entièrement dédiée à la mobilité électrique avec un calculateur d'autonomie, un calculateur de temps de recharge également, histoire de vous familiariser avec la voiture électrique et son usage au quotidien. Et puis il y a l'application Autoscout24 qui vous permet au creux de la main, tout simplement sur votre smartphone, eh bien, de consulter les offres d'Autoscout24 aussi facilement que via le site internet. Mais tout ça disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 au creux de votre main ou dans votre poche. C'est extrêmement pratique. Autoscout24.be, c'est le site internet d'Autoscout24 pour la Belgique. Pour la France, ce sera autoscout24.fr. Oui, clairement, en conclusion, on peut le dire, ce Kia EV5 est une très belle proposition. Ses défauts sont plutôt secondaires, à l'exception d'un seul, la vitesse de recharge. 30 minutes pour passer de 10 à 80% de capacité de batterie et même 35 minutes dans mon test avec une batterie relativement froide, c'est beaucoup. Si vous faites souvent de très longs trajets ou si vous n'avez pas la possibilité de recharger ailleurs qu'à des superchargeurs au quotidien, ce n'est sans doute pas le SUV qui vous conviendra le mieux. Par contre, ses qualités sont nombreuses et bien réelles. On a de l'espace, une puissance suffisante, une ergonomie très bien étudiée, un bel agrément de conduite et un arsenal d'aides bien calibré. Enfin, la consommation est un poil élevée, mais peut-il en être autrement quand on a un physique d'armoire normande? Et puis il y a certaines petites choses qui agacent un peu, mais sans que ce ne soit non plus rédhibitoire, comme la position de basculement automatique des phares qui ne reste pas en mémoire d'un trajet à l'autre, et un écran d'infodivertissement qui met du temps à démarrer, avec toujours cette page intermédiaire de blabla qu'il faut systématiquement zapper. On pourrait sans doute s'en passer et arriver plus vite sur la page par défaut avec les différents widgets, avec Apple CarPlay, Android Auto connecté, ce serait un petit peu plus efficace. A bientôt sur Charging Station pour d'autres essais électrisants. La semaine prochaine, je vous le disais, on sera toujours chez Kia avec l'essai du PV5 en version transport de passagers. Ensuite, chez Tesla, le Tesla Model Y version standard, la version la plus accessible, la plus dépouillée aussi du Tesla Model Y sera à l'essai sur Charging Station. Et je peux déjà vous dire qu'au début de l'année prochaine, on ira chez DS avec la DS numéro 4 et la DS numéro 8 à l'essai aussi sur la chaîne pendant une semaine. Je vous souhaite déjà de très bons préparatifs de fête de fin d'année. Charging Station, ça continue
évidemment. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. Vous l'aurez compris, il y en aura encore beaucoup avant la fin de cette année et également au début de l'année 2026. N'hésitez pas à partager les vidéos Charging Station. Vous êtes plusieurs centaines à le faire chaque semaine et ça me fait bien plaisir, ainsi qu'à toute l'équipe. Ça aide à faire grandir la chaîne. Et puis un petit pouce si vous avez aimé la vidéo. Ça aussi, ça fait toujours plaisir. Merci de votre fidélité et à bientôt.